Voilà, merci Étienne. Avant de commencer une séance qui est assez dense au niveau des contenus, on regarde ensemble le lien sur lequel vous trouvez les appels à proposition et où vous allez trouver dans les prochains jours les matériels de la formation. Si Internet nous aide. Ok, je pense que vous avez déjà vu ces liens, ces sites. Donc, vous avez ici la cartographie des organisations. Et si vous allez au fond, vous avez les documents des appels sont disponibles à ces liens. Si on appuie ici, nous avons un moment que je dois mettre en condivision. Ok, donc on était ici à ces liens, qui est le lien qui a été communiqué par tous les affiches, les informations. Donc à ces liens, vous avez cette phrase qui vous amène à un dossier. Et là, vous avez un dossier qui s'appelle Appel ACRA, qui a 3 dossiers, 3 sous-dossiers. Donc, vous avez l'appel ACRA grande subvention, vous avez l'appel ACRA petite subvention et l'appel ACRA micro subvention. Comme j'étais en train de vous dire avant, dans ces mêmes liens, vous avez ces 2 manuels. Un manuel qui s'appelle Manuel simplifié sur les cycles de projet et bonnes pratiques applicables au démarrage d'un projet et un manuel qui s'appelle Introduction au projet avec les codes du projet. Donc, sur la base de ces 2 manuels, l'introduction au projet a été faite ce matin et la prochaine séance et les séances de l'après-midi sont faites sur la base de ces manuels simplifiés. Ces manuels, donc, vous pouvez les télécharger, c'est public, aux OSC, aux 28 OSC qui seront financés, sera faite une formation beaucoup plus approfondie sur ces manuels. Mais déjà, vous l'avez disponible et vous allez retrouver les mêmes contenus de la formation. Oui, non, mais on ne doit pas lire. Ça, c'est juste les liens. C'est comme vous trouvez les documents. OK. Quand vous êtes ici, vous pouvez choisir quel dossier ouvrir. Donc, si vous êtes intéressé à l'appel ACRA petite subvention, on appuie ici et je me retrouve avec les annexes. Donc, je me retrouve avec l'annexe A, formulaire de demande, l'annexe B, budget, l'annexe C, cadre logique, l'annexe D, fiche entité légale, l'annexe E, signalétique financier, l'annexe F, convention de financement, et l'annexe G, ligne directrice pour la gestion administrative. En PDF, vous avez les lignes directrices qu'on vient d'expliquer et de montrer ce matin. Donc, dans ces dossiers, vous avez tous les documents qui doivent être remplis pour la soumission du projet. Demain matin, nous allons regarder en détail chaque annexe.
Donc, comment remplir les formulaires de demande, comment remplir les budgets, comment remplir les cadres logiques, etc. Tout est clair jusqu'à là, je pense. Donc, maintenant, on commence la formation. Donc, dans cette séance, nous allons parler des différentes phases du cycle de et les différents outils de montage de programme. Je pense que thème. Donc, je vous prie de poser des questions en arrêtant de pouvoir entrer assez dans les détails de cette formation. On a le temps jusqu'à la fin de cette journée pour exploiter ces deux modules. Donc, on commence comme ça. Qu'est-ce que c'est un projet pour vous? Je change un peu d'interaction. Déjà, je ne peux pas me lever, donc il faut qu'on interagisse un peu. Donc, qui veut chercher à répondre à la question, qu'est-ce que c'est un projet? Pour moi, c'est un problème qu'on identifie, on cherche à apporter une solution. Yes. Okay. Un projet, c'est un ensemble de plans ou bien c'est une idée qu'on pense réaliser. Une idée qu'on pense réaliser. Ok. Un projet, c'est un ensemble de idées qu'on appelle des équipes ensemble de soucis ou peut-être solidité. Un projet, c'est Merci. Merci beaucoup pour les différentes contributions. Toutes les réponses étaient justes. Donc, nous avons parlé d'objectifs, nous avons parlé d'outils, nous avons parlé de temps et des ressources et des choses définies. Donc, regardons un peu l'Union européenne, comment définir un projet. Un ensemble d'activités engageant plusieurs sujets et visant à atteindre dans des délais fixés et avec un budget donné, des objectifs clairement définis. Donc, vous avez bien répondu, vous pourrez trouver les éléments de réponse de chacun de vous qui a répondu dans cette définition. Donc, de quoi on a besoin pour soumettre un projet, pour élaborer un projet? Nous devons avoir des objectifs. Si je n'ai pas un objectif, à quoi je réponds? Une organisation qui n'a pas un objectif, c'est une organisation qui ne travaille pas bien, n'est-ce pas? Je ne peux pas être une organisation sans objectif. Après, je dois organiser des activités pour atteindre ces objectifs. Par exemple, j'ai l'objectif de prévenir les mutilations génitales dans mon village. Quelles activités je peux mettre en œuvre
les focus group, les séances de travail avec les autorités, la diffusion des lois qui interdisent les mutilations, ainsi de suite. Je dois avoir un délai précis. Je ne peux pas écrire un projet sans savoir quand je vais atteindre mon objectif, quand les activités vont être organisées. Je dois avoir aussi un budget précis et détaillé. Donc, dans le cadre de nos appels à subventions, nous avons déjà ces critères, n'est-ce pas? Nous avons déjà le budget, nous pouvons décider la durée entre 12 et 18 mois et nous avons des objectifs. Les organisations, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Décider les objectifs détaillés et les activités. Donc, les organisations de la société civile, selon leur capacité, leur stratégie et leur programme, préparent et proposent un projet spécifique. Une organisation qui a fait pour 10 ans la santé, est-ce qu'elle va faire un projet d'agriculture? Normalement, non. Ou bien, on fait les caméléons et on change selon les appels. Cherchons à élaborer des projets qui nous conviennent dans le sens des compétences, des connaissances. Les compétences peuvent être renforcées, mais avec un objectif. Je suis née comme organisation qui travaille dans le domaine de la lutte au IGBV. Ça sera difficile que je suis une autre organisation dans 5 ans. Je vais me focaliser. Pas parce qu'il y a l'argent sous cet aspect, mais parce que je trouve que pour mon organisation, ça c'est l'objectif important pour la zone où je travaille. Donc, il y a un cycle de vie d'un projet. Ça, c'est une façon pour aider l'élaboration d'un projet. On peut identifier 5 phases du cycle du projet. La première phase, c'est la programmation, la définition des objectifs. Donc, je fais la programmation selon les objectifs de mon organisation et les objectifs de mon pays, du bailleur, du volet où je travaille. Le Tchad a un plan pour les droits des femmes, pour l'amélioration des conditions des femmes. Oui. Donc, mon action s'insère dans ce programme, est inclus dans ce programme. Est-ce que la protection des femmes est dans mon objectif de mon statut en tant qu'organisation? Si oui, je continue à écrire un projet sur les GBV. Après, il y a la phase d'identification. Donc, je me suis fixé un objectif. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois élaborer des activités. Je vous pose une question. Si je veux atteindre l'objectif de réduire les violences basées sur les genres en Djamena, quelles activités je peux mettre en œuvre? On prend la parole comme ça, Il faut le plaidoyer auprès des responsables locaux, les hommes et les femmes pour pouvoir transformer les activités. Nous avons une préface d'abord à l'arrondissement d'activité de
OK, donc on a vu, oui, c'est vrai, on doit cibler bien les zones, les bénéficiaires, et après, on doit chercher quelles activités seront plus efficaces pour atteindre mon objectif. Si je veux prévenir les violences basées sur les genres en N'Djamena, dans le 5e, quand je dis un peu un exemple, est-ce que construire un forage peut aider? Peut-être, peut-être. On ne dit pas non, mais ce n'est pas une activité directement liée à l'objectif. Je fais des sensibilisations aux hommes, aux garçons, aux femmes, très bien. Je fais un plaidoyer auprès des autorités, très bien. J'ai mis en place des activités génératrices de revenus pour les femmes seules, pour les femmes chefs de ménage. Peut-être. Je fais des bourses d'études. Peut-être aussi. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'activités pour un objectif. Donc, la phase de l'identification est de dire quelles activités sont mieux placées pour répondre à un objectif. Ça, c'est la deuxième phase. Objectif, première phase. Activité, deuxième phase. Programmation, identification. Après, on passe à la formulation. Ça veut dire, je dois écrire ce que j'ai dans ma tête, ce que j'ai fait avec mon bureau pour décider quel projet mettre en œuvre. Je dois l'écrire. Malheureusement, la phase de la formulation est la phase de la sélection. Sur la base de ma formulation, le bailleur va décider si mon projet est apte à être financé. Chaque bailleur a différents formats. Les formats que nous allons voir ensemble entre aujourd'hui et demain sont des formats standards de l'Union européenne. Ça, c'est aussi pour vous faire un exercice déjà des formulaires les plus utilisés par les bailleurs. Donc, dans la formulation, je dois écrire les activités, les délais et les budgets. Si par exemple, si je propose des bourses d'études pour le secondaire, pour des filles, est-ce que mon projet peut commencer en janvier et terminer en décembre? Oui ou non? Non, parce que la bourse commence en en bureau d'écoute. Non, je parle de ressources. Ce n'est pas faisable. Donc, dans la phase de formulation, je mets ensemble tous les éléments que j'ai regardés, donc l'objectif que je me suis donné, les activités que j'ai identifiées et je les formule. Dans la phase d'identification, comme on a dit avant, je regarde aussi les cibles. Donc, où je veux faire le projet et avec qui. Qui sont mes bénéficiaires? Qui sont les acteurs avec lesquels je serai appelée à travailler? Est-ce que je peux faire un projet
Je reprends. OK, désolé. Donc, on était sur les phases. Donc, on reprend un moment. La programmation. On reprend, s'il vous plaît. On reprend, on est tous là? OK. Donc, OK. Donc, on était dans la formulation. Donc, on a vu les objectifs, on a vu les activités et les bénéficiaires et les acteurs qu'il faut sûrement impliquer dans nos interventions. Nous sommes dans la formulation. Donc, on était en train de dire qu'il y a des formats à remplir et il faut donner aux bailleurs et aux acteurs qui veulent financer notre projet des informations sur les formats qu'ils nous demandent. Donc, c'est important dans cette phase d'élaborer bien les activités. Quand je lis un dossier de projet, je dois comprendre ce que l'organisation va faire dans les prochains mois. Je dois avoir des détails concrets sur l'élaboration, sur l'idée que l'organisation a. Sinon, c'est un projet que je ne comprends pas et un bailleur qui ne comprend pas un projet ne finance pas. N'est-ce pas? Parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Et dans cette phase, on formule tous les aspects que les donateurs nous demandent. Ça peut être la présentation de notre organisation, ça peut être les contextes dans lesquels nous avons choisi de mettre en œuvre notre intervention, ça peut être les capacités que notre organisation a à l'interne pour mettre en œuvre les projets. On donne des détails sur les budgets, sur les délais. Ça, c'est la phase de la formulation. Donc, avant le 19 novembre, vous allez vous retrouver dans la phase de la formulation. Après, la programmation et l'identification. Donc, à partir de samedi, quand cette formation sera terminée, vous rentrez chez vous et vous commencez la phase de la programmation, qui normalement est une phase qui est déjà là parce que vous êtes une organisation qui travaille déjà. Donc, on n'est pas en train de créer une nouvelle organisation. Donc, les objectifs de votre intervention sont là. Est-ce que les objectifs sont en ligne avec les objectifs de l'appel? Si la réponse est oui, je vais de l'avant. Si la réponse est non, je laisse. N'est-ce pas? Si je suis une organisation qui fait que l'accès à l'eau, je laisse. Parce que ce n'est pas l'appel qui a fait pour moi en ce moment. Les bailleurs ont des exigences. J'ai reçu des emails. Mais pourquoi les organisations qui travaillent au nord ne sont pas éligibles? Parce que le bailleur a des exigences. Vous voyez, ce n'est pas que les appels doivent être toujours ouverts à tout le monde. Ce n'est pas possible. Mais chaque bailleur fait des appels parce qu'il a lui-même des objectifs. On veut arriver à atteindre des objectifs à travers les activités que vos organisations mettront en œuvre. Donc, si le bailleur regarde les documents écrits par vous et il est satisfait, on passe à la mise en œuvre. C'est la phase qui, à comprendre, c'est la plus facile, mais qu'après, c'est la plus difficile. La mise en œuvre de l'activité, selon le au bailleur. Donc, la mise en œuvre
œuvre, c'est effectivement, je signe la convention avec les bailleurs et je mets en œuvre les activités. Je prends une équipe, j'achète des équipements. Selon les budgets que j'ai pour gérer mon projet. La première phase, c'est la phase de l'évaluation, peut être même pendant le projet. Donc, ça peut être à mi-parcours, ça peut être après 2 ans sur 3 ans des activités. Et à la fin, qu'est-ce qui regarde l'évaluation? L'évaluation, au niveau technique, regarde si les activités que j'ai mises en place ont répondu ou sont en train de répondre aux objectifs. Au niveau technique, est-ce que tout ce que j'ai mis en place est en train de me faire atteindre mes objectifs? Ça, c'est l'évaluation. L'audit, qui sait qu'est-ce que c'est l'audit? Vous êtes timide. OK. Parmi ceux qui ont déjà entendu, qui veut chercher à répondre qu'est-ce que c'est un audit? Là-bas. En fait, pour être plus précis, je crois que l'audit, c'est simplement la vérification. L'audit, c'est un contrôle approfondi assuré par le quotidien. L'audit, c'est une opération qui vise à vérifier l'ensemble des activités de confiance. C'est bon? C'est bon. La vérification de rapport par rapport aux moyens mis à votre disposition et ce que vous avez fait. Il y avait une main élevée ici et après on termine. On clôture, hein? L'audit, c'est une mission de vérification des ressources allouées aux activités de projet. La dernière contribution, c'est... Non, il est là. Voilà. OK.
merci à tous. Il y a beaucoup d'éléments qui sont sortis et certains sont très corrects. Donc, on peut dire que normalement, c'est externe, c'est un contrôle et l'audit est beaucoup plus lié aux finances. Donc, si la subvention que j'ai reçue a été utilisée selon les procédures du bailleur, les auditeurs vont vous demander les documents justificatifs de toutes dépenses et vont les contrôler avec les procédures. Si un projet peut être mis en œuvre, donc avoir une évaluation technique, donc les activités ont atteint des objectifs, l'évaluation peut dire oui, mais si les auditeurs voient que les dépenses n'ont pas respecté les procédures, qu'est-ce que ça se passe? Le projet n'est pas, en fait, le bailleur peut retirer les financements, peut vous demander de rembourser, même si les actions ont été mises en œuvre de manière impeccable, dans le sens que l'objectif est atteint. Mais si j'atteins les objectifs sans respecter les procédures, c'est un problème. Donc, il y a ces deux types de contrôle, l'évaluation et l'audit, au niveau technique et financier. Est-ce que c'est clair? Dans nos appels, donc les 128 organisations qui seront financées, elles recevront des évaluations régulières et des audits réguliers de la part du consortium. Ces 5 phases composent les cycles de projet. Pourquoi on l'appelle cycle? Parce que de l'évaluation et l'audit, on peut recommencer avec la programmation. Nous allons voir après un dessin qui fait vraiment les cycles du projet. Les phases peuvent recommencer. Je fais un projet, je fais une évaluation, donc je sais si mes activités ont bien marché ou pas. Et comment? En quelle mesure on atteint les objectifs? Je peux reformuler, redéfinir mes objectifs et recommencer un nouveau cycle de projet. Vous voyez, c'est continu. Ce n'est pas qu'on s'arrête et bon, ok, le village A a été touché, on ne travaille plus. On passe au village B. On peut continuer. Ça dépend des objectifs que je me fixe. Si on revient à la phase de formulation, nous savons qu'il y a 4 outils qu'on peut utiliser pour écrire un projet. Nous avons la matrice du cadre logique, nous avons les chronogrammes, nous avons les budgets et nous avons les dossiers narratifs. Donc, ça, c'est l'introduction de ce qu'on va faire maintenant. On va parler des phases du projet et des outils. Donc, c'est ce qu'on était en train de dire. Les phases, on appelle ces 5 phases cycles parce qu'on peut recommencer. Ça fait un cercle et on peut recommencer la programmation jusqu'à l'évaluation et l'audit. Ça, c'est les cycles. Mais on ne peut pas formuler avant d'avoir identifié qu'est-ce que je formule. Je dois connaître mon objectif, connaître comment je vais atteindre mon objectif et après je formule. Je ne peux pas écrire des activités sans savoir quel objectif je me suis fixé. C'est clair ça, non? Je ne peux pas mettre en œuvre des activités si je ne les ai pas formulées. Comment? Sur la base de quoi je mets en œuvre une activité si je ne l'ai pas décrite? Et je ne sais pas quand je dois la faire, comment je dois la faire et avec quels moyens je vais la faire. Donc, on revient encore sur les phases, un peu plus en détail. Programmation, on a dit la définition des objectifs. Je peux la faire seulement si je connais le contexte. Je connais les problèmes de la zone où
je veux faire mon projet. Après, nous avons dit qu'il y a l'identification. Les exercices qu'on a fait avant. Pour atteindre l'objectif de diminuer les violences basées sur les genres, j'identifie des activités qui sont pertinentes. Ce qu'on a dit avant. Si je construis un forage, ça va être pertinent? Pas trop. Si mon objectif est d'augmenter l'accès à l'eau, oui. Mais sinon, ce n'est pas pertinent. La formulation, on répète. Confirmer la pertinence, donc je formule, j'élabore mon projet et je regarde la logique qui est derrière mon projet. Je prépare un plan détaillé. Ici, on se focalise un peu sur la mise en œuvre. Donc, dans la mise en œuvre, j'implémente les activités formulées dans l'élaboration du projet. Je dois produire les résultats, aller à l'encontre des objectifs, en gérant bien les ressources. Gérant bien, ça veut dire d'une façon efficiente et selon les procédures du bailleur. Dans cette phase, on peut identifier 3 sous-phases. Donc, nous avons le démarrage d'un projet. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais les contrats avec les bailleurs, je fais le contrat de location du bureau, je fais le contrat avec le staff, j'organise le système de comptabilité, ça veut dire comment je vais gérer la caisse, comment je vais gérer mon compte bancaire, où je vais recevoir les financements, comment je vais monitorer les activités et les dépenses. Nous allons voir des exemples de comment je peux monitorer. Pendant la mise en œuvre, comment je peux vérifier que je suis en train de bien travailler. J'ai fait l'organisation des activités et la planification. Quand je vais mettre en œuvre les activités, quelle activité doit être mise en œuvre avant et quelle autre après. J'organise les relations avec les parties prenantes. Je dois travailler avec le ministère de l'Éducation. Je vais prendre contact. Je vais présenter mon projet et présenter ce que le projet s'attend de la collaboration avec le ministère, par exemple. J'organise un atelier de démarrage, un atelier de lancement, où je présente mon projet. Qu'est-ce que je vais faire, quand, où, avec qui. Après, il y a effectivement la phase de mise en œuvre des activités avec les suivis. Comment je collecte les rapports des activités auprès du staff qui travaille pour le projet? Comment je suis la consommation du budget? Nous allons voir ensemble comment on peut le faire. Et après, il y a la phase finale d'un projet, où je transfère les compétences et les responsabilités aux acteurs locaux. Par exemple, j'ai eu un gros projet et j'ai construit un centre d'écoute pour les femmes. Je demande au ministère de prendre la gestion de ces centres d'écoute. Dans la phase finale, je fais cette passation. Je ne quitte pas comme ça en laissant les clés à quelqu'un. Et bon, peut-être que quelqu'un va les gérer. C'est tout un processus. Je regarde les biens que j'ai achetés. Est-ce qu'ils sont en bon état? À qui je dois les remettre? Par exemple, Accra, en tant qu'ONG international, a le devoir de laisser tous les équipements qui achètent au niveau du projet aux soit les partenaires nationaux, soit les autorités, selon les dispositions du ministère. Ça, c'est la phase finale.
je vérifie les budgets et les indicateurs. On va voir après qu'est-ce que c'est un indicateur. Un indicateur, c'est une mesure qui me donne l'idée si j'ai atteint l'objectif ou pas. OK. Comme on a dit avant, à la fin d'un projet, il est important de vérifier si les objectifs ont été atteints, si on a contribué à résoudre les problèmes identifiés à travers l'évaluation. Et je vérifie que les dépenses ont été effectuées selon les procédures à travers l'audit. Ça, c'est la différence qu'on a vue avant. Je pense que c'est clair, n'est-ce pas, pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Je remets le cycle du projet. Est-ce qu'avec cette brève présentation, nous nous sentons un peu plus capables de pouvoir monter un projet? Qui veut répondre? Merci pour la présentation. Et j'aimerais revenir un peu sur la mise en œuvre. Je me demande que moi, j'ai déjà, si vous voulez laisser, j'ai déjà formulé, comme vous avez déjà dit, formulé, identifié, et tout. Mais arrivé au niveau des mises en œuvre, et que j'ai identifié un site, et arrivé maintenant à mettre mon projet en œuvre, je me pense à un problème qui se pose. Est-ce que sera difficile d'encore revenir formuler mes objectifs? Je n'ai pas compris. Oui, désolé. Disons, par exemple, ça peut arriver avec une pandémie ou bien un problème politique. J'ai déjà tout fait, mais arrivé sur la phase, j'ai déjà défini des objectifs que je suis arrivé sur la ville en air mon projet. Un problème se pose. Un problème se pose, ça peut être d'ordre politique ou bien pandémique. Est-ce que ce serait d'abord judiciaire de le formuler ou bien comment ça peut se faire? OK, alors la phase de mise en œuvre est une phase qui est aussi gérée par les procédures du bailleur. Donc, presque tous les bailleurs prévoient des procédures pour des révisions. Ça veut dire, je me retrouve, comme vous l'avez dit, dans un problème externe. Donc, c'est un problème externe qui est arrivé, qui m'amène à devoir réviser la formulation que j'avais faite. Exactement. Je peux, par exemple, la COVID a fait que 99% des projets en cours au monde ont dû être révisés, reformulés. Donc, les phases ne sont pas strictement, non, chaque phase est à soi, mais c'est un processus. Si quelque chose change, je reviens. Donc, dans la mise en œuvre, je vois que je ne peux pas faire l'activité comme j'avais pensé, j'avais prévu. Il y a des procédures pour réactualiser ma formulation, bien sûr. Par exemple, dans ce projet, on a une sensibilisation. Il y a ça même plusieurs versions. Donc, il y a une possibilité de changer de passer par les années communautés. Donc, c'est de dire, si quelque chose arrive indépendamment de l'organisation, vous pouvez donc pouvoir maintenant vous changer pour passer à la. Une question de compréhension. Avant d'arriver à l'évaluation et au audit, l'association doit présenter un rapport final de ça. Juste une question de compréhension. OK.
ça aussi, ça dépend du bailleur. L'évaluation, normalement, peut être faite soit avant la fin du projet, soit après la fin du projet. Normalement, c'est avant la fin. Ça fait partie du paquet projet. Par exemple, il y a des bailleurs qui demandent d'insérer dans le budget l'évaluation externe. Donc, c'est une évaluation qui est faite avant la fin du projet, jusqu'à la fin. L'audit, normalement, c'est fait après. Et l'audit est normalement commandité par soit les bailleurs, soit l'organisation, après une certaine période. Donc, l'audit arrive quand les documents et les rapportages financiers pour la période de référence est terminée. Donc, ça peut être un audit après un an de projet ou à la fin du projet. La question du rapport narratif financier, ça aussi est réglé par les bailleurs. Donc, quand vous signez un contrat, vous recevez aussi des procédures sur la gestion du contrat. Si, par exemple, dans ce cas, ACRA prévoit des évaluations et des audits, vous serez informé de la mise en œuvre, les calendriers de ces évaluations. Normalement, oui, on fait les évaluations et les audits sur la base des rapports, parce que c'est les contrôles, non? Donc, je reçois des rapports financiers qui me disent que dans la ligne sensibilisation, l'organisation a dépensé 5 000 €. Je vais voir comment elles ont dépensé ces 5 000, comment ont été dépensés par l'organisation. J'ai regardé dans les rapports narratifs que l'organisation a fait une sensibilisation aux acteurs locaux sur les mutilations génitales. Dans l'évaluation, je vais parler avec les autorités locales pour dire et demander, est-ce que vous avez fait cette formation? Qu'est-ce que vous avez compris de cette formation? Est-ce que vous avez changé votre comportement? Si la réponse est oui, ça veut dire que l'activité pensée était en ligne avec les objectifs et que l'activité a contribué à atteindre l'objectif. Mais effectivement, il y a toujours des rapports pour faire la confrontation entre ce qui est écrit et ce qui est fait. Merci. Justement, par rapport à l'audit, je n'ai pas bien saisi. J'avais posé l'audit que vous pouvez rembourser, même si vous avez exécuté une partie de subvention. En général, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il y a des coûts éligibles et des coûts non éligibles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des coûts qui sont approuvés par les bailleurs ou non approuvés. Si dans les lignes directrices, par exemple, on dit que l'achat des immeubles n'est pas éligible, mais après, vous avez les projets, vous avez les budgets, et après 6 mois, on voit que avec l'argent du projet, vous avez acheté qu'est-ce que j'avais dit, un immeuble. Un immeuble, ACRA ne peut pas rendre éligible cette dépense. Donc, ne va pas la reconnaître. Donc, ne va pas donner l'argent pour cette dépense, même si vous l'avez faite. Ça, il faut vraiment faire attention, parce que c'est un problème récurrent, n'est-ce pas? Les bailleurs ont des procédures. Si les bailleurs disent, par exemple, que au-delà de, je fais un exemple, au-delà de 1 million de francs CFA, pour faire un achat, vous devez demander 3 devis et vous dépensez 7 millions sans les 3 devis, donc sans avoir mis en concurrence les fournisseurs, la dépense risque d'être inéligible. Ça veut dire, si vous avez déjà dépensé, vous devez rembourser.
c'est un contrat que l'organisation signe avec les bailleurs. Si le contrat n'est pas respecté, les bailleurs ne vont pas donner l'argent. Ça, il faut faire vraiment attention. Ça arrive d'avoir un audit à la fin du projet et les auditeurs disent cette dépense n'est pas éligible. L'auditeur fait son rapport au bailleur et les bailleurs décident si ils vous demandent de rembourser ou pas. Luciane, tu veux partager des exemples peut-être pour que ça soit clair? Tu avais partagé un exemple l'autre fois à la formation. Je veux donner un exemple par rapport aux dépenses des chiffres. Dans le dispositif, je vois en 2017, il y a des organisations de base un projet à financer pour pouvoir acheter des feuilles latérales. C'est-à-dire acheter des feuilles latérales avec la soirée pour travailler au champ après. On a donné de l'argent au gouvernement. Il y a des gouvernements qui sont allés acheter des feuilles, on a amené avec le charrette tout, mais sauf qu'il n'y a pas eu de voiture. Il n'y a pas eu de voiture pour acheter les feuilles. Et quand l'audit était venu là, l'audit a vu que tu ne me connais pas cette dépense qu'on va rembourser. Et c'était un truc de presque 10 millions. Et le truc a été dit que moi, il n'y a pas de pièce comptable pour me permettre de valider ces dépenses. Donc, je rejette. Qu'est-ce qu'on a fait? On est obligé de prendre un dossier de justice qui est allé sur le terrain. Il a fait le constat, il a constaté que les feuilles existent vraiment. Il a fait un PV. Et c'est ce que la personne est venue présenter aux auditeurs pour valider les dépenses. Donc, voyez, c'est des choses comme ça. Vous pouvez acheter le manque que vous n'avez pas respecté les procédures, ils vont rejeter. Mais vous faites très attention à ces questions. C'est une question. Si vous ne respectez pas les procédures, on peut facilement rejeter. On vous donne également l'argent, par exemple, pour organiser un atelier. On vous dit, OK, cet argent, c'est pour la restauration. N'est-ce pas? Pour la restauration, ça veut dire que vous devez donner à manger aux gens à la restauration. Mais vous, sans conserver le moyen, vous restez là-bas. Vous donnez des gens à faire du transport. Chacun a pris 5 000 pour faire du transport, ils sont sien. Quand ça vient là-bas, on va invalider. Parce que le titre ne dit pas faire du transport. Le titre dit très bien restauration. Donc, vous devez justifier avec la partie de restauration. Et si les gens imaginent que nous avons pris ça pour prendre le transport, donc ça va aller avancer. Faites très attention pour les choses. Merci. Merci, Lucien. Je pense que c'est un point vraiment sur lequel il faut être attentif. C'est très important de suivre les procédures. Et suivre ce que vous-même vous avez écrit. L'exemple de Lucienne sur le fait d'utiliser une ligne pour une chose qui est différente de la description, c'est très risqué. Communiquer au bailleur. Ça, c'est un conseil général. Communiquer qu'au lieu de donner la restauration, on donne train de transport. Si le bailleur est OK, est d'accord, vous donnez l'OK. Sinon, si vous faites la dépense sans communiquer, ce n'est pas éligible. Même si le bailleur était d'accord. Vous voyez. Est-ce qu'il y a d'autres, encore un tour de questions? Merci. C'est comme le président de l'association Félix. J'ai deux questions. La première est la suivante. Pendant l'exécution du projet et que l'organisation lance des commandes d'achat de matériel et constate que le prix a augmenté
des achats. Est-ce que le partenaire va pêcher avec l'association? La deuxième, si l'organisation a bien géré le projet à la fin, c'est tout avec un peu de sous à la caisse. Le bailleur doit-il réclamer le reste de l'argent? Je n'ai pas compris bien la première question. Si je disais, si votre, par exemple, l'organisation voudrait acheter 2 ordinateurs et que sur le budget, il est écrit l'ordinateur de 2 ordinateurs de 200 000. Donc, si c'est 2, c'est 400. Et que pendant la commande, l'organisation se rend compte qu'il y a le prix de l'eau validé, au lieu de 400 000, c'est 600 000. Et il faut du coup prendre l'ordinateur. Et puis l'organisation a trouvé pour porter de prendre son propre fonds pour faire des livres pour les ordinateurs. Est-ce que le partenaire, le bailleur, doit remettre les 200 000 à l'association? Oui, donc c'est les 200 000 à l'association. Alors, je commence de la première question. Non, le bailleur ne va jamais rembourser quelque chose qui n'était pas prévu. Donc, les conseils est, j'avais prévu 200 000 par ordinateur. Les coûts est 300 000, je communique au bailleur. Tout en sachant que les bailleurs ne vont presque jamais augmenter les budgets. Donc, va vous dire, c'est bon, vous pouvez acheter à 300 000, mais vous allez chercher les autres 100 000 dans une autre ligne. Malheureusement, il n'y a pas de bailleurs qui te disent oui, oui, on rembourse. Mais ce n'est pas parce que les bailleurs ne veulent pas, c'est parce qu'il y a des limites budgétaires aussi pour les bailleurs. Accra, en ce moment, qui est en train de travailler comme un bailleur, mais que ce n'est pas un bailleur, hein, mais en ce moment, nous mettons la casquette de bailleur à une ligne budgétaire pour les appels à subvention. Donc, nous avons prévu 128 financements dans certains montants. Ça ne sera jamais possible que vous êtes retenu pour un projet de 6 millions et vous demandez 2 millions de plus et après peut dire oui. Ça ne peut pas être parce que ça ne rentre pas dans notre prévision. Vous voyez. Donc, si il y a eu des problèmes au niveau des prévisions, il faut que vous réajustez en interne les lignes. Mais le budget total, normalement, ne peut pas changer. Sauf des exceptions très rares et très positives. Mais c'est très, très rare. La deuxième question est, non, vous ne pouvez pas avoir des revenus sur les projets. Si vous avez proposé un budget de 6 millions et vous dépensez pour les projets 5 500 000 parce que vous avez eu des économies sur les achats ou des choses que vous avez prévues plus chères que la réalité, les bailleurs va demander de rembourser. Mais on ne peut pas laisser de l'argent parce que l'argent qui reste dans la caisse, qui n'est pas utilisé, c'est comme si c'était un revenu pour l'organisation. Et sur des projets de développement, on ne peut pas avoir des revenus. Je ne peux pas demander 5 millions, utiliser 4 millions et garder pour moi 1 million. C'est clair.
le palais va dire, bon, comme vous avez déjà devenu pour le stack, on va déjà et que vous allez vous baser sur le financement. Ok, je fais un pas à l'arrière. Les OSC qui sont éligibles sont à but non lucratif. Donc, on ne finance pas des organisations qui font d'activités économiques. Luciane, je me trompe. La question plutôt est, je fais un autre exemple. Si j'ai ciblé un groupe de 5 femmes survivantes et je leur donne une AGR pour acheter un moulin, par exemple, dans un deuxième projet, je peux dire, dans le cadre du projet tel, on avait financé 5 femmes pour faire un moulin. L'activité est en train d'aller très bien. Donc maintenant, on veut le donner à notre fonds pour construire un magasin. Ça peut être. Mais ça ne peut pas être, l'organisation demandeuse ne peut pas demander un financement sur la propre activité génératrice de revenus. Ce n'est pas un prêt économique, je ne sais pas comment dire. Vous êtes un peu mené. Merci. Je crois exposer les critères ont bien dit que ça doit être des organisations activement identifiées. Tout ce que vous faites, c'est au bénéfice des autres. Au bénéfice d'une couche générale. Ce n'est pas que vous allez prendre l'argent, vous partagez, vous allez le connaître. Il y a une couche générale que vous avez identifiée. Cette couche a des problèmes, vous venez envers elle avec des médicaux, crédits, des subventions, des subventions pour leur permettre de faire des petites activités, pour leur permettre de survivre. Mais il n'y a pas de problème. Et si maintenant, si c'est cette couche-là qui est en train de faire cette activité généralisée, elle est peut-être coincée quelque part, où elle veut encore élargir bien son champ d'activité, elle est bloquée quelque part. C'est au but de ces besoins qu'un projet peut venir aider. Moi, je sais qu'il y a des organisations qu'on a aidées comme ça, qui faisaient des petits commerces, mais quand on était venus, on a évalué leurs besoins. Peut-être c'est qui, leur demande, peut-être c'est un moulin, ou soit un magasin. Maintenant, on vient, on construit un magasin en bonne école, on leur donne. Donc, tu vois, ça augmente leur capacité de production, des choses comme ça. Mais pas que vous-même, vous payez l'argent pour faire des petits commerces avec. Ok, c'est clair. C'est bon. Quand vous faites le développement d'un projet, vous trouvez une même association, deux ou trois associations sur le site. Comment vous le faites? C'est une question très pertinente. Revenons sur la phase. Dans la phase d'identification, okay, qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit qu'on identifie les activités qui peuvent aider à atteindre les objectifs et on identifie aussi les bénéficiaires et les parties prenantes. Ça veut dire les acteurs qui, d'une façon ou de l'autre, sont impliqués dans mon idée de projet. Si dans la même ville, il y a deux organisations qui travaillent dans le même volet, si l'organisation travaille bien, a déjà des contacts avec cette organisation. Et donc, je m'attends que dans la phase d'identification et formulation, les deux organisations déjà se parlent pour éviter des doublons. C'est possible d'avoir deux projets dans la même zone, mais les deux projets doivent se parler.
Je ne peux pas, en tant que bailleur, on ne pourra pas approuver des projets qui font les mêmes activités dans une seule zone. Les mêmes activités, on ne peut pas. C'est compréhensible pourquoi, non? Et je m'attends que si deux organisations écrivent un projet dans la même zone, je m'attends de retrouver dans le formulaire cette information. Dans le sens, l'organisation A écrit un projet et dans le formulaire écrit l'organisation B fera ça, l'organisation A fera cela. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Est-ce que c'est clair comme réponse ou pas? Non, c'est pas clair. La question est, on peut financer des activités dans la même zone, mais si vous travaillez dans cette zone, vous savez déjà qu'il y a une autre organisation qui intervient. Donc, avant la formulation, vous devez communiquer. OK? On ne peut pas financer des doublons. Je fais un exemple qui sort un peu de ça. Deux organisations présentent un projet sur l'éducation qui prévoit l'appui aux frais de scolarité de 250 filles dans l'école secondaire de la ville. Ça, c'est un doublon. On ne peut pas financer deux fois la même activité. Mais si une organisation travaille dans une zone, il faut s'attendre qu'elle connaisse les acteurs qui travaillent dans sa propre zone. Et donc, il y a, avant la formulation, un partage d'informations pour dire, écoute, je suis en train d'écrire cet appel à proposition. On ne va pas écrire les mêmes choses parce que sinon, les deux ne seront pas approuvés. Vous voyez? Parce que, il y a plusieurs organisations. On ne peut pas, comment on appelle ça, être en communication tout le temps. Moi, je peux connaître quelle organisation, mais l'autre, le troisième organisation, je ne peux pas la connaître. Et si c'est moi la troisième organisation que je ne connais pas, envoie le projet sur la même activité que moi, j'envoie chez vous. Est-ce que ces deux projets, parce que nous, on ne se connaît pas, mais on a envoyé nos projets, malheureusement, c'est ça. Nos projets se coïncident parce que c'est les mêmes activités. Et en plus de cela, cette organisation peut planifier ses activités dans une autre zone que mon organisation, ou soit coïncidence encore dans la même zone. Et alors que nous, les deux organisations ne se connaissent pas. Peut-être que c'est une coïncidence malheureuse qui est venue pour que les deux organisations soient exclues de la subvention. C'est peut-être ça, mais sinon, on ne peut pas. Ce n'est pas un critère d'exclusion automatique. Ce n'est pas un critère. Donc, dans ces cas, les deux projets seront évalués. En fait, on n'exclut pas deux organisations qui travaillent dans la même zone avec les mêmes bénéficiaires. Mais sûrement, ce n'est pas que les deux vont être financés parce qu'on ne peut pas financer les mêmes activités dans une zone. Donc, entre les deux, sera évaluée la meilleure, qui a écrit mieux ou qui a mieux montré la connaissance du contexte. Je voulais poser une question avant. C'est par rapport à la période de la mise en œuvre du projet. Quelquefois, quand on envoie et que le projet est sélectionné, dans le projet, il est mis la période d'exécution de la mise en œuvre. Mais, quelquefois, le bailleur ou l'administrateur ne donne pas également l'argent au terme et voilà, pour que le projet soit mis en
œuvre dans cette période. Ça pose problème. Je ne sais pas si Accra a une solution, mais c'est surtout. Alors, pour les autres bailleurs, je n'ai pas de solution. Pour nous, ce qui va se passer, c'est que vous aurez des conventions de financement. Et dans la convention de financement, c'est écrit, par exemple, que donc, la durée du projet, le projet commence le jour de la signature de la convention par les deux parties. Dans la convention, c'est écrit que Accra s'engage à payer la première tranche avant 7 jours de la signature. Ça, c'est notre engagement. Si après il y a des problèmes, on se communique. Mais normalement, le bailleur doit se référer aux procédures qu'il lui-même impose. Donc, j'espère que ça ne va pas arriver. Si ça va arriver, il y a toujours des moyens pour prolonger le projet. Mais il faut avoir des raisons valables. Voilà. Si c'est un retard du bailleur, le bailleur doit reconnaître ce retard et adapter en fonction. Mais pensons aux bailleurs comme des entités avec lesquelles on peut communiquer, on peut parler. Les bailleurs ne sont pas des robots qui restent comme ça et ne donnent pas de réponse. Non, il y a toujours une relation avec les bailleurs. Donc, tout problème, il y a quelqu'un qui peut répondre et donner des orientations. Ça, c'est notre expérience avec nos bailleurs. Il y a certains bailleurs qui sont mieux que d'autres, ça c'est clair, mais voilà, on cherche à, et nous, on cherche à suivre les bailleurs qui sont bons. Donc, j'espère que si votre organisation sera retenue, il y aura un dialogue avec les consortiums en tant que bailleurs. Je répète sur la question de l'ancien qui vient de poser. Il y a deux associations qui sont dans le même temps et qui sont en fait de leur projet. Et puis, d'ailleurs, on peut pas financer les deux associations. Est-ce que, après, on peut faire une enquête sur et non pas des intérêts pour savoir est-ce que les gens ils ont les mêmes projets et ils pas de financement. Merci. Ok, Accra, une chose, l'évaluation technique n'est pas faite par Accra seulement. C'est un comité de sélection dans lequel il y a l'autorité locale, le ministère de l'Éducation et de la femme, la CEIAF et Accra, avec un président qui est élu dans le cadre du comité. Le comité n'aura pas les moyens pour faire des enquêtes. Le comité va se baser sur les documents que vous présentez. OK? Ça doit être clair. On n'a pas ni le temps, ni les ressources pour faire ça. Le comité s'assoit et évalue les documents écrits qui arrivent des organisations. Mais je fais un exemple. Si on a eu des cas, des organisations qui ont déclaré de travailler depuis 3 ans dans une zone et les membres du comité ont dit ce n'est pas vrai. Ils ont déclaré une chose qui n'est pas vraie. Donc, on a aussi, c'est pour ça qu'on fait un comité de sélection. Parce qu'il y aura des autorités qui travaillent sur place qui vont être présentes. Mais toutes les informations que vous voulez donner au comité doivent être écrites
dans les dossiers. On n'aura pas la possibilité d'avoir plus d'informations que cela. Mais vous êtes en train de vous focaliser beaucoup sur la question des deux organisations qui travaillent dans la même zone. Mais si la même zone est un village ou si la même zone est la ville de Boudou, par exemple, vous connaissez les organisations. Moi, je ne peux pas croire qu'il y a une organisation qui travaille dans votre même zone et que vous ne la connaissez pas. Si vous travaillez dans les mêmes secteurs. Je pense que ce risque n'est pas si... c'est élevé, voilà, ce n'est pas élevé à mon avis, ce n'est pas élevé. Vous parlez avec les bénéficiaires. Pour écrire un projet, il faut parler avec les bénéficiaires. Les bénéficiaires vont vous dire s'il y a une autre organisation qui est passée pour demander des informations. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez eu déjà des situations comme ça, des épisodes que vous avez vécus. Vous savez si quelqu'un passe, vous savez si quelqu'un écrit des propositions. Si vous ne le savez pas grave. Écrivez bien votre projet. Si vous avez choisi une zone où vous êtes connu, ça va, c'est savoir. Il faut justifier bien aussi. Si vous écrivez des choses qui sont vraiment, qui montrent que vous connaissez les contextes, ça va être des points de plus pour vous. Okay. Merci peut-être pour la compléter. Nous avons les ONG qui sont par exemple dans les zones du sud ou dans la cité. Si vous savez déjà une ONG en train de réaliser une activité, vous pouvez en dire c'est dans le bon sens. Non? Mais c'est parce que cette ONG manipule les cas qui existent chez les filles. Ça peut constituer déjà un projet. Si maintenant, une ONG qui apporte déjà une aide judiciaire en faveur des victimes de LGBT, tu ne peux pas apporter un projet, il faut apporter une aide judiciaire. Donc, peut-être que, par exemple, dans l'autonomisation, par exemple, c'est bon. Voilà. C'est tous les ONG qui travaillent déjà sur place. Et maintenant, pour les ONG, par exemple, qui vont postuler, là, vous pouvez connaître, c'est vrai. On a dit l'autre truc, mais l'autre promesse, c'est l'autre ONG, eux, ils vont ça, ils vont ça. Et quand ils sont déjà accédés, ils vont la monnaie de finance. Je pense à la fois à cette question-là. Comme la coordination avait dit avant, l'alimentaire est là. Pour vous orienter dans certaines choses dans notre proposition. Donc, si vous avez déjà faire des gens, c'est de prendre un endroit de lui pour venir de voir. Donc, vous pouvez déjà vous orienter si vous êtes sur la bonne voie. Et pendant ce temps, si parmi les organisations qui étaient passées pour les rencontrer, s'il y a qui a celle qui travaille sur le même thème, vous pouvez déjà vous alerter. Vous pouvez déjà vous dire que voilà, il y a une organisation qui travaille aussi sur le même thème et qui a le même bénéficiaire. Donc, si vous allez continuer comme ça dans mon essence, ça ne va pas vous apporter tous les échanges peut-être. Donc, il peut déjà vous alerter. C'est comme ça qu'à la sortie, vous prenez son contact. Si vous avez déjà quelque chose à faire, que les gars vous emmènent à nous pour venir voir et puis si vous êtes sur la bonne voie, il faut vous orienter. Ce n'est pas que c'est à votre place, mais il peut vous donner des orientations. Donc, là, déjà, c'est aussi un mécanisme pour vous alerter déjà que vous n'êtes pas en train de faire la même chose que l'autre. Merci.
Et oui, mais je ne sais pas comment répondre. Mhm. Oui. Ok, je reviens à l'éligibilité des organisations. Voilà, parce que si c'est un centre de formation, ça ne peut pas être une organisation qui est éligible dans ces appels. Parce que ça n'a pas comme objectif statutaire la promotion, défense, etc., protection des droits humains. Mais c'est un centre je sais pas comment dire, centre de formation professionnelle. Donc, je ne vois pas trop la pertinence avec cet appel. Lucien, tu peux m'aider. Oui, dans le cas où c'est pour votre organisation qui est accréditée. Oui. Oui. Oui, là, je vois que vous êtes dans le cadre de l'autonomisation. L'autonomisation consiste le projet est destiné pour l'autonomisation de trois passes à cause TV. Mais on est dans le cadre de la prévention des EPJ. Donc, peut-être la cible qui peut intéresser votre centre, peut-être on peut orienter les victimes des BVG qui veulent bien faire les tissages comme une activité génératrice de revenus. On peut les orienter là-bas en leur donnant des petites bourses pour aller se faire former là-bas et puis après sortir s'installer pour avoir quelque chose. Là, ça peut aller. Mais venir seulement appuyer le centre, appuyer ces démembrements, c'est beaucoup plus d'autonomisation et malheureusement, le projet n'est pas trop dans l'autonomisation, mais c'est dans la prévention des petits. Merci. Le projet, c'est la vérité, la vérité qu'on est construit, mais c'est Merci. Merci beaucoup pour la compréhension aussi. Vous avez une utilisation de fonctionnaire. Oui, les limites du budget doivent être respectées, sinon on exclut automatiquement. C'est les critères administratifs. Lucien? Oui. Si vous pouvez me dire que peut-être sur les 5 millions, peut-être que votre contribution en nature que vous avez évaluée peut-être à 200, 300 000, 500 000 mais que l'enveloppe que après doit vous donner la savoir comment rester dans la fin qui a été fixée. C'est-à-dire, si vous pensez à quelque chose bien, comme là. Maintenant, la différence peut être comptabilisée comme dans votre contribution naturelle de la part. Mais si vous avez dit que tout ça, vous voulez 7 millions là-bas,
Par exemple, madame, ne savez pas comment pouvoir. Mais attention, même si vous demandez moins de 5 millions, hein, donc c'est pas que si je demande 4 millions, mon projet va être mieux évalué. Non, il va être exclu. Au moins 5 millions, pas au-dessous. Pourquoi? Parce que on juge que pour avoir des projets de qualité, le minimum, c'est 5 millions pour 100 bénéficiaires. On ne veut pas moins que ça. Okay. Donc, ça va être exclu même si vous demandez moins. Attention à ça. Il y a une autre... Je pense qu'on prend les dernières questions parce que c'est 13h30. OK. Ah. Ok, désolé, j'utilise toujours la cible anglaise. Donc, c'est VBG, violence basée sur les genres. En anglais, on ajoute violence sexuelle basée sur les genres. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions sur les... S'il y a une autre question. Moi, j'ai vu longtemps que je suis envoyée dans cette histoire. Je voudrais savoir, et un éclaircissement, quelles sont les activités génératrices de revenus? Là, en train de finance pas ou bien je ne sais pas. La question est que la subvention est donnée aux organisations qui travaillent pour la prévention et la lutte aux violences basées sur les genres. Voilà, un groupement économique peut, d'une certaine façon, travailler sur ça, mais a un but lucratif. Vous voyez, si j'ai une activité génératrice de revenus, j'ai un but lucratif. Ce qu'on demande, c'est des organisations à but non lucratif. Oui, je veux bien entendre aussi par rapport à l'organisation professionnelle des associations. Moi, j'ai une proposition. Pour les autres, je ne sais pas, est-ce que les 128 associations que vous voulez donner la subvention, vous êtes sûrs que ils ont l'autorisation de Bon, alors, nous en tant que... Pardon, dans les projets, nous ne pouvons pas... Dernière question, après on clôture. Ah. Merci pour la question, mais on suit la dernière question, s'il vous plaît. Après, on va en pause. Donc, ACRA et les consortiums travaillent seulement avec les organisations qui sont reconnues. On travaille seulement avec les organisations qui sont reconnues. Donc, avec une autorisation de fonctionner, parce que c'est la base juridique pour être une organisation efficace. Hein? Avec les statuts, exactement. C'est important. Mais ça, c'est vraiment un appui aussi aux organisations. Si vous êtes membre d'un groupement, et
S'il vous plaît, S'il vous plaît, s'il vous plaît. encore 2 minutes de patience. Si vous êtes membre ou vous connaissez un groupe qui n'est pas formalisé, qui n'est pas reconnu, faisons la procédure. Ce n'est pas une procédure lourde. Bon, les gens peuvent, mais non, ce n'est pas lourde. Moi, j'ai vu des organisations se créer. Ce n'est pas une procédure qui prend du temps, qui prend des ressources. Mais c'est un engagement. C'est même auprès des populations. Il faut être reconnu, il faut être en règle. L'informel, ça va, mais ça ne va pas quelquefois. Il faut être dans le formel. Surtout si vous voulez être une organisation qui continue à travailler avec des partenaires. Autorisation de fonctionner et compte bancaire au nom de l'organisation, c'est la base pour pouvoir même être partenaire d'une organisation plus grande et commencer. La CIAF a commencé comme ça, je pense. Et maintenant, la CIAF fait des projets tout seul, avec des gros bailleurs, n'est-ce pas? Mais si la CIAF n'était pas formalisée, n'était pas reconnue, ça n'allait pas loin. Hein? Donc, c'est aussi, si vous connaissez des groupements, des associations qui ne sont pas reconnues, qui n'ont pas leur autorisation, qui n'ont pas leur compte bancaire, encouragez-les à le faire. Pour pouvoir participer aussi à ces petits appels, il y en a. Ce n'est pas seulement ces projets qui ont des appels à proposition, il y en a aussi d'autres. Voilà, je pense que il y a beaucoup de questions et c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que la formation est utile. Donc, je suis contente. Après la pause, nous allons passer à une session que je sais va être très... va avoir beaucoup de questions parce qu'elle va être très concrète et c'est les différents outils de montage du projet. Cette session sera couplée avec la session de demain matin, pendant laquelle nous allons présenter les annexes. Donc, ce que vous devez présenter pour soumettre votre proposition. Après cette session, je vais laisser la parole à 4 personnes ressources des différents ministères qui vont vous donner des orientations beaucoup plus sur les types d'activités, sur les types de structures qui sont déjà en place, sur comment monter des projets qui soient efficaces et qui soient pertinents au niveau du Tchad, par rapport à certaines thématiques aussi. Donc, voilà. Et si cet après-midi, on va essayer à commencer déjà les annexes parce que sinon, je crains que demain, on n'aura pas le temps de tout faire. Donc, on va en poser. Je vous demande de respecter les temps. On se retrouve à 14h35. Donc, on fait 1 heure de temps. Et je vous demande vraiment d'être ponctuel. Je sais que ça va prendre un peu de temps parce qu'on est nombreux. Mais voilà, on va chercher à être rapide pour ne pas grignoter du temps pour la formation. Merci et bonne pause.